Chers amis, au nom de l'Écuge et de la revue La Règle du Jeu, nos amis de La Règle du Jeu, j'ai l'honneur d'accueillir Bernard-Henri Lévy pour cette webconférence à l'occasion de la sortie de son dernier livre Sur la route des hommes sans nom, paru chez Grasset. Cher Bernard, aujourd'hui c'est le 9 mai, journée de l'Europe, au lendemain de la célébration de l'armistice. Cette Europe que nous croyions enfin pacifiée continue pourtant à connaître des soubresauts, des incendies, dont la Yougoslavie, entre autres, en fut le terrible exemple. Et c'est sans doute parce que vous êtes un Européen convaincu, un pionnier dans la définition de ce qui est notre rêve d'une Europe en paix, que vous avez fait des Balkans l'un de vos premiers terrains d'intervention. Ce qui vous lie à l'Écuge, cher Bernard, c'est que vous êtes l'un des fidèles compagnons de route du Centre communautaire de Paris. Dans ce parcours, il y eut ce débat solennel qui vous opposait en toute amitié au grand rabbin de France de l'époque, Gilles Bernheim, sous la coupole du grand amphithéâtre de la Sorbonne à l'occasion du jubilé du centre en janvier 2013. La spiritualité face à la violence et à la terreur, qui était en fait un thème et toujours, hélas, plus que jamais, de la plus brûlante actualité. Ce qui vous lie encore davantage à l'Écuge, c'est la conjugaison entre vos engagements pour la cité et pour le judaïsme, pour la culture juive, pour Israël. Vous et nous, cher Bernard, nous sommes de ceux qui considérons que l'esprit du judaïsme, titre de l'un de vos livres, apporte à la France et à l'humanité un supplément d'âme et que la République française, en conférant aux Juifs leur citoyenneté à part entière, a contribué à renforcer la dimension universelle du judaïsme. Il y eut et il y aura, nous n'en doutons pas, bien d'autres rendez-vous entre nous, la règle du jeu et l'Écuge. Comme vous, nous sommes des défenseurs acharnés de la République française, sincères, sans aucune inconstance, liée aux faits du moment. Quand elle est en proie à la tenaille identitaire, au repli, à l'antisémitisme, c'est d'autant plus un défi pour nous que dans l'affaire Sarah Halimi, la justice de notre pays n'est pas au rendez-vous. Chers amis du public, pendant cette rencontre, vous pourrez poser vos questions dans la rubrique Q&R de Zoom, en bas de vos écrans Zoom donc, et je vous retrouverai au terme de l'échange entre Bernard-Henri Lévy, Esther Lenman et Alexis Lacroix pour leur transmettre vos questions. Je vais également souhaiter la bienvenue à vous qui nous suivez en direct sur la chaîne YouTube de Bernard-Henri Lévy et sur la page Facebook de l'Écuge. Nous vous invitons donc à vous abonner à la chaîne YouTube de Bernard-Henri Lévy et à la page de l'Écuge. Tout de suite, je vous confie, cher Bernard, aux bons soins de nos amis Esther Lenman, donc journaliste, responsable à l'Écuge de nos rencontres littéraires, et d'Alexis Lacroix, responsable des séminaires de la règle du jeu et directeur de la publication de la rédaction d'Actualité juive et de Studio Calita. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup, cher Gadib Guy. C'était évidemment un plaisir, un bonheur de vous recevoir, Bernard-Henri Lévy. On peut dire qu'au cours de l'année 2020, vous n'êtes pas confiné. Vous avez continué vos activités de reporter, de cinéaste, de philosophe engagé aux quatre coins du monde. Vous êtes allé à la rencontre de ceux que vous appelez dans ce nouveau très beau livre Les hommes sans nom. Les hommes sans nom, c'est les hommes, les femmes, dont le supplice dans des guerres oubliées fait l'objet d'aucune archive. Et donc l'objet de ces reportages que vous avez rassemblés, c'est évidemment de donner un visage, des visages à ces hommes et à ces femmes qui sont victimes de guerres qui passent un peu sous les radars, au fond de ce que vous appelez souvent l'historico-mondial, avec l'un de vos maîtres, on y reviendra peut-être dans le courant de cette conversation, qui est Alexandre Kojève. Et donc c'est évidemment un très beau livre, un livre engagé, le livre, Gadib Guy l'a dit, d'un humaniste à contre-cycle, car notre époque n'est pas spécialement portée à l'humanisme ni à la générosité. Et on va vous interroger avec Esther. On a concocté un questionnaire qui peut-être vous mettra, on l'espère, un peu sur le grill, comme on dit aujourd'hui. On va vous interroger, bien sûr, sur le credo qui accompagne ces reportages, puisqu'il faut le rappeler, il y a 150 pages de profession de foi Bernard-Henri Lévienne, vous expliquez les racines, on va y venir, de ces engagements multiples et puis aussi de cette intrépidité, certains diraient de cette bougeotte, vous y revenez très largement. Il y a les reportages, on va vous interroger dessus de manière assez détaillée, puisque c'est vrai que cette année 2020, où la plupart des personnes étaient claquemurées dans leur appartement, vous l'avez conduite aussi pour des reportages pour Paris Match du Kurdistan syrien au Nigeria et de Mogadiscio
à la Bosnie-Herzégovine, sans oublier bien sûr le Donbass de vos amis ukrainiens. Et puis enfin, on vous interrogera aussi sur votre rapport au judaïsme et à Israël, car vous aurez sans doute l'occasion de nous expliquer que cette conception du judaïsme universaliste, qui matrice vos travaux depuis maintenant plus de 40 ans, elle est au cœur, au fond, de cette démarche de reporter de guerre et de cinéaste engagé. Mais tout de suite, j'en ai trop dit, je cède la parole à notre amie Esther. Alors, il est une tradition ici à l'Écuche, dans ces rencontres, Bernard-Henri Lévy, de faire un rapide portrait de notre invité. Alors évidemment, beaucoup de gens vous connaissent ou croient vous connaître. Je vais démarrer en remontant un tout petit peu le temps, par une figure qui a eu énormément d'influence sur vous, votre père, André Lévy, qui est né en Algérie, à Mascara, une centaine de kilomètres d'Oran. Il a eu une enfance très pauvre, je crois qu'on peut dire extrêmement pauvre même. À 18 ans, il s'engage dans les brigades internationales en Espagne avant de rejoindre les forces ralliées au général de Gaulle avec le futur général Diego Brosset. Après la guerre, André Lévy monte une entreprise de commerce de bois au Maroc, la BECOP, dont il fera un des poids lourds de son secteur et qu'il dirigera jusqu'à sa mort en 1995. Du côté de votre mère, Dina Siboni, il y a une tradition juive, avec notamment un des grands-pères qui était rabbin à Tlemcen, donc l'Algérie, le judaïsme. Quant à vous, vous êtes né fin 48 à Benissaf, en Algérie, mais votre petite enfance, si je ne m'abuse, s'est passée au Maroc. Vous êtes l'aîné de 3 enfants, votre frère Philippe et votre sœur Véronique, qui est beaucoup plus jeune. Vous avez, 6 ans quand la famille vient s'installer en France, vous faites des études brillantes. Vous intégrez Normal Sup Lettres en 68, vous en sortez agrégé de philosophie, vous sortez parmi les 10 premiers, 7e, 8e, si je me souviens bien. Mais en même temps, vous avez commencé vos premiers reportages. Le Mexique, l'Irlande du Nord, le Bangladesh, c'est plus rigolo que de devenir prof de philo. À l'époque, vous êtes maoïste et vous choisissez les reportages et l'écriture. Un nouveau chapitre s'ouvre avec votre premier livre, dont certains se souviennent, ceux qui ont l'âge de se souvenir, La barbarie à visage humain. On est en 77, vous êtes un tout jeune philosophe, vous avez 29 ans. Vous devenez l'un de ceux qu'on va appeler les nouveaux philosophes. Vous devenez aussi une personnalité médiatique que vous resterez. Après, pendant très longtemps, médiatique et controversée, j'ajouterais. Viennent ensuite 2 autres ouvrages importants, Le Testament de Dieu, où vous commencez à réfléchir à la pensée juive et à ses différences avec la pensée grecque, et puis L'idéologie française, livre très controversé, livre très provocateur, dans lequel vous dénoncez un fascisme à la française. Alors après, je ne peux pas faire chacun de vos titres, ce serait trop long, il y en a une trentaine, il y a 2 pièces de théâtre, il y a 2 romans, il y a des documentaires. Vous avez aussi créé une revue dont Alexis a parlé, que vous dirigez, La règle du jeu. Alors je crois qu'il y a une ligne que l'on peut retrouver tout au long, c'est les mêmes thèmes, le reportage en zone de conflit, la réflexion philosophique, la polémique politique, et puis il y a aussi des livres sur l'art dont on parle rarement, comme par exemple vous avez fait une monographie de l'artiste américain Frank Stella. Alors je termine rapidement. Filiation, vous avez 2 enfants, une fille, l'auteure et éditrice Justine Lévy, et un fils avocat, Antonin Lévy. Et pour rebondir sur votre démarche juive, je l'ai mentionné, vous avez publié Le Testament de Dieu parmi vos premiers livres, et vous êtes revenu en 2016, donc presque 40 ans plus tard, avec l'esprit du judaïsme, sur cette réflexion sur le judaïsme. Vous avez aussi créé, avec Benny Lévy et Alain Finkielkraut, un institut d'études lévinassiennes, parce que parmi les grandes influences sur votre pensée, il y a Emmanuel Lévinas. Cet institut est aujourd'hui dirigé par le fils de Benny Lévy, René Lévy, qui est lui-même philosophe et talmudiste. Je voulais vous poser comme première question sur votre rapport au judaïsme. Vous vous définissez comme un juif laïque et irreligieux. Est-ce que vous pensez que votre rapport au monde serait différent si vous étiez un non-juif laïque et irreligieux ? D'abord, je me définis surtout comme un juif qui pense que la question de Dieu n'est pas centrale au judaïsme. Que la principale question qui est posée à un juif, c'est pas de savoir s'il croit en Dieu. Je me définis surtout, je m'inscris dans cette tradition juive-là, qui pense que la question de la croyance en Dieu, la question de la théologie, est beaucoup moins importante, par exemple, que la question de l'étude
et de la réflexion et de la pensée. Est-ce que ma pensée serait différente si je n'étais pas juif, si je n'avais réfléchi sur ce qu'est être juif? Certainement. Elle serait très différente, bien sûr. Je ne penserais pas pareil, je ne ferais pas des reportages de la même manière, je ne m'adresserais pas à mes semblables sur le même ton si je n'étais fabriqué par la pensée de Franz Rosenzweig, d'Elie Benamozeg, du Maharal de Prague, pour remonter beaucoup plus haut, et pour finir d'Emmanuel Lévinas. Juste pour rebondir rapidement, quand je parlais de l'influence de votre père qui a une trajectoire exceptionnelle, est-ce que lui aussi, vous diriez que son engagement politique a ses racines? Non. Je ne crois pas. Peut-être, mais en tout cas à son insu, parce que mon père faisait partie de cette... appartenait à une génération de juifs où ils furent nombreux à tenter de penser sans le judaïsme et d'effacer autant que faire se d'effacer, d'oublier cette empreinte juive. Mon père n'a jamais été un juif honteux, loin s'en faut, il a gardé son nom, avec le nom, oui, il était fier de ce nom qu'il portait, mais je suis même certain qu'au sortir de ces épreuves, de la montée puis la défaite du fascisme et du nazisme, il y avait cette idée que le judaïsme c'était trop lourd à porter, que ça procurait moins de joie et d'exultation que de malheur et de malédiction. Et donc moi j'ai été élevé dans une famille où dans l'enfance et même dans l'adolescence, il était recommandé plutôt de prendre une grande distance par rapport à ça. Et d'ailleurs, je me souviens avec beaucoup d'amusement et d'émotion, j'y pensais là pendant que vous aviez la gentillesse de me présenter, ce livre, mon deuxième livre, Le Testament de Dieu. Je viens de publier La Barbarie et Visage humain, qui a en effet été un très grand succès public, de philosophie, français, mondial, enfin tout ce qu'on voudra. Et puis, mon deuxième livre, c'est un livre où je reviens donc à la Bible, un peu au Talmud, et en tout cas au judaïsme. Et je me souviens de l'incompréhension, du désarroi, et peut-être pendant quelques secondes, de la déception de mes parents, quand ils ont vu cela. L'école normale, l'agrégation, la grande philosophie française, un succès, La Barbarie à visage humain, qui m'inscrivait des intellectuels français à leurs yeux. Je dialoguais dans leur esprit, je ne sais pas si c'était vrai, avec Camus, avec Sartre, enfin, c'était comme ça. Et d'un seul coup, cette idée que j'écrivais un livre sur le judaïsme, ça leur donnait le sentiment d'une sorte de, je ne sais pas, de régression très étrange et qui les a beaucoup perturbés. Et je me rappelle leur avoir expliqué que ce n'était pas le cas, que c'était au contraire une manière pour moi d'aller de l'avant, de prolonger mes intuitions philosophiques et politiques, et que le judaïsme c'était tout le contraire d'une somme de traités vermoulus, comme disait Emmanuel Lévinas, et plein de poussière, que c'était une pensée vive. Mais j'ai dû le leur expliquer. Alors justement, vous n'avez pas abandonné ce fil juif depuis ces années-là, en dépit peut-être de ces déceptions parentales passagères. Passagères. Voilà, oui. Passagères. Et lorsque... D'abord extraordinairement cultivé, ma mère notamment, cultivée et intelligent, donc ils ont compris en 3 secondes et demie. Mais enfin, il y a eu... Alors justement, aujourd'hui, ça n'est pas la première fois, hein, mais quand vous crapahutez, on va dire de Lesbos au Bangladesh ou de la Somalie au Kurdistan, quelle est la part justement de ce travail juif, peut-être même de cette étude juive, en tout cas de cette inspiration juive, quelle est la part de ce que, d'ailleurs dans le livre, hein, vous nommez vous-même la réparation du monde, le fameux concept de tikkun olam, l'idée que l'homme est co-créateur de ce monde, hein, et que son action peut être une action réparatrice ou au contraire une action néfaste. Quelle est la part de tout ça? Elle est centrale. Quand je passe du temps auprès des réfugiés du camp de Moria, sur l'île de Lesbos, cette île paradisiaque où sont installés des camps atroces, des camps qui sont une sorte de géhenne, d'enfer sur terre. Quand je passe du temps avec ces femmes, ces enfants, ces hommes qui ont
qui ont pris ces risques terribles pour fuir la Syrie en guerre, le Soudan, l'Érythrée, qui sont au bout de cet exode. Comment voulez-vous que je ne pense pas à ce qui est dit dans les textes juifs dont je suis nourri, de l'étranger, de l'étrangéisation et de cet exode, de cette constitutive de l'être juif. Et alors à ce stade, on creusera ce point-là, mais c'est vrai que c'est intéressant. Vous êtes un enfant aussi du structuralisme. Vous avez été influencé, comme toute votre génération, de normaliens, de philosophes, d'étudiants de cette époque-là, par la pensée de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, c'est un homme qui a passé toute sa vie à aller vers les hommes les plus autres, que ce soit en Amazonie ou dans d'autres régions du globe. Et puis il y a ce fil juif, lequel, d'après vous, a le plus compté justement dans cette détermination à crapahuter loin, très loin de Saint-Germain-des-Prés? Comme tous les fils, ils se sont entrecroisés et ils ont tissé ensemble une intrigue, qui est l'intrigue de ma vie. Il y a ça, le lévi-straussisme, l'idée qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est intéressant d'aller regarder du côté des civilisations qui nous sont les plus étrangères. Il y a l'idée moderne de fraternité, d'engagement antifasciste qui m'a été légué par mon père, ce mécréant, mais qui avait chevillé en lui cette idée que chaque fois, et d'ailleurs y compris quand je suis devenu un homme et que je dialogue avec lui, que quand le fascisme revenait, il fallait le combattre. Voilà, votre père, vous lui rendez d'ailleurs un très bel hommage dans le livre. En 1938, il se rend à l'appel des brigades et il s'enrôle lui-même. C'est un très jeune homme. Il a 17 ans et demi, 18 ans. Il est un des plus jeunes Français, pas encore juif indigène, pas encore déchu de sa nationalité. Il le sera 2 ans plus tard. Et en effet, il va se battre en Espagne. De même qu'il va se battre ensuite dans les rangs des forces françaises libres. Et il est un des héros décoré comme tel de la bataille de Monte Cassino, qui a été, comme vous savez, l'une des plus décisives de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça se tisse avec cet universalisme juif, cette responsabilité pour autrui, cette idée que dans le visage de l'autre, même quand c'est le plus humble des visages, un visage qui a toute chance de traverser l'histoire des hommes sans y laisser la moindre trace, il y a une étincelle de lumière et une idée de l'infini. Voilà. Donc tout ça, ça se tisse ensemble et ça fabrique un machin qui est l'histoire bizarre finalement quand j'y repense et que je retrace dans ce livre, dans ce que je crois qui en forme la principale partie, l'histoire de ma vie. Voilà, j'ai maintenant un âge relativement avancé qui me surprend moi-même quand je l'évoque et quand j'y pense. J'ai 72 ans. Quand je regarde les 50 dernières années, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui, du génie du judaïsme, de l'héritage antifasciste qui a bercé ma jeunesse, ou de la pensée de ces maîtres de Jacques Lacan, de Louis Althusser, de Lévi-Strauss ou de Michel Foucault, qu'est-ce qui l'a emporté? Je ne sais pas. Mais je voulais vous poser une question parce que je suis quand même curieuse. Vous avez donc 20 ans et quelques, vous êtes d'extrême gauche, vous avez été un des élèves et probablement disciple de Louis Althusser. Qu'est-ce qui vous ramène au judaïsme? D'abord, vous savez, je crois que je ne l'ai jamais, au fond, je ne l'ai jamais quitté. Il y a une sorte de, comme disait justement Emmanuel Lévinas au début de Difficile Liberté, dans un des premiers articles de Difficile Liberté, une sorte d'allégeance sans âge dans le fait d'être juif qui n'a pas besoin des détours de l'explicitation. Mais il y a un événement dans ma vie qui a été décisif et qui a fonctionné comme une espèce de révélateur absolu, c'est la guerre des 6 jours. En 1967, donc j'avais 19 ans, et c'est même très étrange, parce que c'est vrai que j'appartiens à l'époque à une mouvance idéologique qui est plutôt pro-palestinienne, qui pense que
qui est universaliste hegelien ou marxiste, eh bien, les images de la guerre des 6 jours, les images de l'État d'Israël assiégé par la coalition d'États arabes, les images de cet anéantissement programmé ou de cet acte 2 de la tentative d'extermination des Juifs, ces images-là m'ont absolument électrocuté. Et à l'époque, je suis parti en Israël, j'ai pris le premier avion disponible qui pouvait atterrir, où il y avait de la place, etc. Et je suis arrivé au 7e jour, au lendemain. Et vous avez fait quoi alors après, justement? J'y suis resté quelques mois. J'ai découvert Israël, j'ai raconté tout cela dans l'esprit du judaïsme. J'ai rencontré Ben Gurion dans sa maison du désert du Negev et j'ai été ébloui avec un sentiment à la fois de découverte absolue et d'étrangeté familière par cet État d'Israël. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce qui en moi était là, est entré en résonance avec d'abord cet événement de la guerre des 6 jours, cette imminence d'une nouvelle destruction des Juifs, et enfin cette terre essentielle d'Israël. Je le sais aujourd'hui, mais je ne le savais pas trop à l'époque. Mais c'est un fait, voilà. Et autrement dit, même lorsque j'étais un jeune homme tenté par le radicalisme d'extrême gauche, il y a un sentiment qui ne m'a jamais effleuré, c'est ce qu'on appelle à gauche l'antisionisme. J'ai tout de suite, même à l'époque, su qu'il y avait là une grande infamie et une impardonnable infamie. Ça a été un réflexe immédiat. Bon, ben c'est très bien, vous allez nous mener à la prochaine chose dont je voulais vous parler. Mais avant, je vous imaginais en volontaire au kibbutz en train de cueillir des oranges à l'époque. Peut-être pas, hein, peut-être pas jusque-là. Mais pourquoi? Je sais pas. Ben vous savez, vous vous trompez. Est-ce que la vie collective... C'était pas des oranges. Est-ce que la vie collective vous Mais plaît? c'était quoi? Ce qu'elle veut peut-être dire, c'est que la vie collective, c'est pas forcément la chose qui vous passionne le plus, disons, dans la vie. Écoutez, qu'est-ce qui me passionne le plus? J'en sais rien. Mais partager la vie d'un kibbutz à l'époque, je l'ai fait pendant l'espace d'un été, mais comme beaucoup d'étudiants juifs. Hein. Et puis la vie collective, aujourd'hui, quand je me trouve dans une tranchée face aux tueurs de Poutine, avec des jeunes garçons qui ont le tiers de mon âge et qu'on y passe quelques jours et quelques nuits, la vie collective, elle est là. Quand je me trouve sur la ligne de front face à Daesh avec mes camarades kurdes, c'est une forme de vie collective. Et quand je me trouve coincé dans le Panchir avec les officiers du jeune Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, coincé parce que je ne peux pas rentrer, parce que ma présence a été signalée aux talibans. Enfin, tout ça est raconté en détail dans le bouquin, je ne vais pas y revenir là. C'est la vie collective aussi, et ça ne me déplaît pas tant que ça. Moi, j'aime deux choses, au fond. Évidemment, je ne serais pas écrivain sinon. J'aime cette idée que nous sommes tous des êtres extraordinairement singuliers, mais j'aime aussi la fraternité. J'aime le partage d'émotions, le partage de douleurs, le partage de passions avec des femmes et des hommes qui, voilà, en qui je me reconnais et qui se reconnaissent en moi. Non, détrompez-vous, je ne suis pas je ne suis pas un solitaire professionnel, je ne suis pas nietzschéen, au fond. Voilà. Je sais que c'est ça que vous avez derrière la tête, je ne suis pas nietzschéen. Ce qui m'empêche d'être nietzschéen, c'est le sens et le goût et la passion que j'ai pour la fraternité. Bon, je voudrais vous ramener à l'actualité, et en particulier à l'affaire... C'est l'actualité. Presque. L'actualité quotidienne banale. Vous avez participé, vous avez pris la parole au Trocadéro il y a une quinzaine de jours pendant la manif pour demander justice pour Sarah Halimi. Vous avez fait deux propositions dans votre déclaration. Vous avez parlé d'une loi Halimi
et vous avez dit qu'il fallait un appel à témoins pour pouvoir réouvrir la procédure en France. Vous avez aussi fait une déclaration, enfin, vous avez aussi été interviewé il y a quelques jours sur RCJ par Annette Lévy-Villard, à propos de votre livre, bien sûr. Et au passage, évidemment, comme toute bonne journaliste, elle est revenue sur l'affaire Halimi. Et à un moment, vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment surprise. Vous parlez de l'électrochoc qui a représenté la décision de la Cour de cassation. Et vous dites que c'était un électrochoc pas seulement chez les juifs, mais aussi chez les non-juifs. Et le nom du président Macron est mentionné dans cet électrochoc. Et vous dites, le président de la République, qui a eu le réflexe juste tout de suite, je vous cite vraiment, qui a eu le réflexe juste tout de suite en disant, 1, le besoin d'un procès à Jérusalem, et 2, à la limite de l'interférence, dites-vous, le besoin d'une nouvelle loi. Oui. Vous voulez dire que le président Macron a approuvé l'idée d'une procédure en Israël ? Non. Je dis que, je crois, en décembre dernier, en décembre 2020, je crois, à Jérusalem, il a été interrogé sur l'affaire Sarah Halimi et il a dit là, face à un public israélien, qu'il y avait besoin de procès et qu'il y avait besoin de justice et qu'il fallait que justice soit dite. Le procès pas nécessairement en Israël, d'accord. Non, pas en Israël, bien sûr que non. Il était en Israël, il a dit. La loi Sarah Halimi, justement, parce que je ne veux pas que Sarah Halimi soit une morte sans nom, parce que je veux que son nom perdure, parce que là, le moins que nous lui devons, et c'est très peu d'ailleurs, c'est une si humble et si misérable reconnaissance, mais au moins qu'elle est celle-là, que sa mort atroce, au moins serve à cela, qu'une loi soit nommée après elle. Voilà. Ça, je le souhaite de toute mon âme. Que la loi qui sanctionnera demain, ce qu'à Dieu ne plaise d'ailleurs, mais des meurtriers de même sorte, qu'elle porte le nom Sarah Halimi, pour qu'elle ne s'inscrive pas dans la lignée atroce, dans la lignée sombre de cette humanité sans nom, je propose une loi Sarah Halimi. Est-ce qu'on peut espérer que, d'une manière ou d'une autre, au-delà de cette proposition très, très belle et très noble, mais que le procès lui-même fasse l'objet d'une réouverture, d'une révision, comme on disait à l'époque de l'affaire Dreyfus? Écoutez, c'est tellement horrible, cette décision de la Cour de cassation. C'est tellement insupportable. C'est à se cogner la tête contre les murs, franchement. Moi, je suis ni le fils ni le frère de Sarah Halimi, mais j'imagine la famille de Sarah Halimi, mais c'est une histoire à devenir fou. C'est un déni de justice comme on en a rarement vu. Parce que des erreurs judiciaires, ça existe. Mais là, cette volonté de ne pas dire la justice, franchement, j'aimerais savoir qui est cette juge. 2, qu'est-ce qui a motivé réellement dans le cheminement intellectuel et psychologique cette décision ahurissante, et la décision des juges, de la Cour de cassation surtout. Et je pense qu'on ne peut pas en rester là. Alors, des révisions, c'est rare, c'est difficile, il faut des éléments nouveaux, il faut des témoignages, il faudrait peut-être que soit démontrée la préméditation. Je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais je sais que pour la tranquillité d'âme, pour la paix des esprits, chez les Juifs et en France, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester à ce simulacre de droit qui fait que justice n'a pas été rendue. C'est pas possible. Ou alors, et si on en restait là, pourquoi je dis qu'on ne peut pas? Parce que les conséquences seront extrêmes. Si on en reste à ce point-là, à cette idée d'une irresponsabilité, parce que ce salopard, cet assassin, avait fumé du cannabis, enfin, qu'est-ce qu'on va dire demain quand un autre assassin qui lui ressemblera va tuer un policier, va s'en prendre à un élu de la République, va s'en prendre à l'un de nous pour la même raison, après avoir fumé un peu de cannabis. Qu'est-ce que ça veut dire cette jurisprudence, Sarah Halimi? C'est la culture de l'excuse dans sa pire forme, au cœur de notre droit et au cœur de notre jurisprudence. La Cour de cassation, c'est pas une chambre d'enregistrement, c'est pas une chambre de vérification. Est-ce que la décision d'une cour d'appel est conforme au non au droit? C'est une source de droit.
C'est une source de droit, la Cour de cassation. Elle fabrique de la jurisprudence. Et là, la jurisprudence qu'elle a fabriquée, c'est cette espèce d'horreur qu'on connaît d'habitude en sociologie, qui s'appelle la culture de l'excuse. Ah, il a eu une enfance difficile, ah, il était au chômage depuis très longtemps, il a fumé trop de cannabis, qui s'est inscrite jusque dans la clé de voûte de nos institutions. La France ne peut pas en rester là. Voilà, ça je le pense profondément et je suis convaincu d'ailleurs qu'elle n'en restera pas là. La France est un trop grand pays, notre tradition juridique est trop forte et trop riche de démocratie et d'esprit républicain pour qu'on en demeure sur cet échec. Alors justement, est-ce que se mobiliser pour une loi, il y a de nombreux pénalistes qui disent qu'en fait le problème n'est pas dans la loi, que les magistrats auraient très bien pu, il aurait pu y avoir un procès, ils ont choisi de ne pas faire de procès. C'est ce que je vous dis. Donc la question est, est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement judiciaire ou est-ce que nous ne comprenons pas la logique qui est derrière ces décisions à 3 niveaux, de la juge, de la cour La logique, on la comprend très bien. Les juges, ce sont des femmes et des hommes comme vous et moi. Ils sont sujets à des passions, ils sont sujets à des préjugés, ils baignent dans l'idéologie dominante. Et l'idéologie, ce que j'appelais à l'instant, pas y revenir, la culture de l'excuse, eh ben, elle est là aussi. Donc, il faut comprendre ce qui s'est passé dans la tête. Moi, je voudrais d'ailleurs que des journaux nous le racontent. Je voudrais qu'il y ait des enquêtes sur le cheminement. Enquête parlementaire ? Déjà, enquête journalistique, c'est un vrai sujet. Moi, si j'étais directeur de journal, je commanderais la vraie histoire de la décision innocentant l'assassin de Sarah Halimi. Premièrement. Après, le moins qu'on puisse dire, c'est que la loi, elle est mal faite, elle est mal écrite. Mais comme souvent, le droit démocratique, les démocraties, ce n'est pas des théocraties, c'est des lois perpétuellement imparfaites, perpétuellement inachevées. Il faut la réécrire, cette loi. Deuxièmement. Puis troisièmement, il faut que cette histoire nous permette de donner un coup d'arrêt, ou en tout cas un coup de frein à cette espèce de manière de légitimer, d'excuser l'antisémitisme ou les crimes contre les garants de nos institutions et autres. Voilà, c'est tout ça qu'il faut faire. Et cette tragédie qui est le martyre, la torture et la défenestration de Madame Halimi, c'est vrai que ça ne la ressuscitera pas, mais j'aimerais qu'elle serve au moins à cela. Une dernière question rapide à ce sujet. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, garde des Sceaux en tête, dit en démocratie, on ne juge pas les fous, ce qui est un argument solide, lourd. Mais l'assassin de Sarah Halimi n'était pas fou. Il n'était pas fou. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est dans un hôpital psychiatrique. D'après ce que je sais, et ce que nous sommes nombreux à savoir, il n'est pas traité comme fou. Il a été sujet à une bouffée délirante. C'est pas ça la folie quand même. On commence à savoir tout de même, un siècle après Charcot, 40 ans après Michel Foucault et je ne sais combien après Sigmund Freud, on sait ce que c'est que la folie. Une bouffée délirante, ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'on ne juge pas les fous, mais on juge quelqu'un qui a décidé de commettre un acte criminel et pour se donner du courage fumer un joint, ça on le juge. Vous savez, cet argument-là, les terroristes de Daesh ou d'Al-Qaïda, qu'est-ce qu'ils font d'autre que Traoré? Ils prennent, avant d'aller commettre leurs attentats suicides, avant d'aller se faire exploser, ils prennent du Captagon. Pour se désinhiber, hein, comme on dit. Voilà. Mais bien sûr, moi j'ai passé des mois de ma vie à enquêter là-dessus. Sur la ligne de front face à Daesh avec les Kurdes. Il y a 15 ans, quand j'ai écrit mon livre sur Daniel Pearl, où je suis allé au contact d'Al-Qaïda, je suis sans doute un des premiers Français à être allé voir au bord de la gueule du loup. Dans la tête du diable, hein, pour faire... Oui, dans la tête du diable. Mais c'est pas la plus importante leçon, mais elle est tellement évidente. Les types, pour se donner pour y aller, pour faire exploser la ceinture piégée, pour commettre leur carnage, vous croyez que ça se fait comme ça? Ben non, ils prennent des drogues diverses, du Captagon, et ils se mettent en état de bouffée délirante. Cet argument de la bouffée délirante est un argument infect, scandaleux, irrecevable, et ça n'a rien à voir avec la folie.
On ne juge pas les fous, non, mais on juge le terroriste qui s'est mis en état de bouffée délirante afin de faire sauter sa ceinture piégée ou de défenestrer une dame. Alors encore beaucoup de questions à vous poser, évidemment, Bernard-Henri Lévy. Sur la route des hommes sans nom, c'est votre nouveau livre. On en fait aussi avec Esther le fil rouge de ce questionnaire, de ces questionnements. On va venir dans un instant aux différents reportages que vous y avez rassemblés, précédés d'une profession de foi, on va dire antifasciste. Justement, c'est quoi l'antifascisme aujourd'hui, en 2021, pour Bernard-Henri Lévy ? Qu'est-ce que c'est que le fascisme déjà ? Qu'est-ce qui se renouvelle de ce qu'a été le fascisme du XXe siècle ? Qu'est-ce qui se continue sous des formes nouvelles du fascisme ancien ? Plein de choses, mais en tout cas, ce que j'ai été l'un des premiers, je crois, à appeler en 1994 l'islamo-fascisme, cette greffe de l'islamisme sur le fascisme européen, ça c'est une version moderne du fascisme. Et puis, hélas, quelque chose dont je pensais qu'on parlerait moins, le Rassemblement national. Ce sont pour moi les deux visages que prend cette tradition-là. Alors certains, vous les connaissez, il y en a beaucoup, même parmi les commentateurs politiques, qui insistent sur le fait qu'il faudrait, même si on ne les aime pas, mais prendre au sérieux les tentatives de dédiabolisation du parti d'extrême droite fondé par Jean-Marie Le Pen. Vous pensez que tout ça, c'est du bluff ? Mais prendre au sérieux, ça veut dire quoi ? Moi, ce que je prends au sérieux surtout, c'est les incroyables aveux que font les militants et les responsables du Rassemblement national eux-mêmes. Dernière en date, cette pétition ridicule d'une bande de militaires, de ce carteron de généraux à la retraite, qui disent qu'il va falloir accomplir des missions périlleuses pour sauver la République. Ça a un peu fait peur au président de la République, visiblement. Hein. Écoutez, j'espère que non, parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Mais il y a quelqu'un qui est tombé dans le piège instantanément et qui n'a pas pu s'empêcher. En même temps, il y en a deux. Il y a Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, quasiment au même moment. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de prendre au sérieux ou pas la dédiabolisation. Le réflexe est là. Lorsque la même Marine Le Pen, je n'ai pas envie de polémiquer, on parle de littérature ici, mais enfin, quand Haaretz l'interroge il y a quelques années sur ce qu'elle pense des lois anti-juives de Vichy, et que son réflexe, du tac au tac, est de dire qu'elle ne critique pas quand elle est à l'étranger la politique de son pays, alors qu'elle, 8 jours avant, 8 jours après, elle était chez Poutine, elle était ou ailleurs, en train de tirer dans le dos justement de son pays, et notamment d'ailleurs parfois moralement, tirer dans le dos, moralement s'entend, de l'armée française en opération sur des têtes de guerre. Donc, moi, ce qui me frappe, ce n'est pas les tentatives maladroites de se dédiaboliser, c'est la façon dont le masque de respectabilité se craquelle à la première occasion. Je ne sais pas qui disait, il n'y a pas un régime totalitaire qui résiste à 5 minutes de vérité, il n'y a pas un tempérament totalitaire qui résiste à des événements de ce genre. Et je ne parle pas, cette soirée est placée sous l'égide de la règle du jeu. À la règle du jeu, on a fait une enquête il y a 3-4 ans sur des responsables de base du Rassemblement national, des élus locaux, des chefs de fédération, mais on a découvert des choses dans leur biographie abominables, des trafiquants, des voyous, des types qui transportaient des armes dans le coffre de leur voiture. Allez voir. Moi, je la connais, cette enquête. Non, mais des tweets qu'ils ont essayé d'effacer, mais avec difficulté. Attendez, si vous je permettez. m'adresse aux 700 personnes qui nous écoutent et peut-être davantage, qui d'aller voir sur le site de la règle du jeu, c'est extrêmement édifiant. Donc, Bernard-Henri Lévy, je m'en fous de leur dédiabolisation, les faits sont là. En attendant, le Rassemblement national est un parti légal qui a des élus, qui participent aux élections. Qu'est-ce que vous voulez lui donner comme statut ? C'est un parti comme les autres. Que vous n'aimiez pas son message, qu'on n'aime pas son message, c'est une chose, mais c'est un parti légal. Oui, il faut le combattre. Et il faut en tout cas dire à ceux qui sont tentés de voter pour lui, il faut les mettre en face de leurs responsabilités. Il faut leur dire et leur répéter inlassablement les risques qu'ils prennent et qu'ils font courir à leur pays, et qui me semblent très considérables. Et en tout cas, certainement pas, alors pour le coup, banaliser,
jouer avec cette idée. J'entends les commentateurs qui saluent tel ou tel discours de Marine Le Pen comme si c'était un coup bien joué ou comme si c'était un tacle bien envoyé dans le jardin de tel ou tel de ses adversaires. Tout ça me paraît d'une frivolité. J'aimerais en tout cas, c'est un parti qui appartient, d'accord, au débat politique. J'aimerais au moins qu'on arrête de le traiter de manière aussi frivole. J'aimerais qu'on le prenne vraiment au sérieux. J'aimerais qu'on s'intéresse à son programme. J'aimerais qu'on s'intéresse à sa politique étrangère. J'aimerais entendre dans nos journaux ce que le vrai scénario de ce qui se passerait si ce qu'à Dieu ne plaise, ces gens étaient au pouvoir. Scénario immédiat, la manière dont la France serait blacklistée par le reste. Manuel Valls, à l'invitation d'un quotidien, l'a brillamment écrit d'ailleurs récemment. Hein. Voilà. Ça serait la catastrophe économique. Les catastrophes économiques immédiates, blacklistage instantané. Et le décrit par les grands Européens qui diraient mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Absolument. Les grandes institutions financières, et voilà, et donc un chaos, une misère, un chômage de masse. Au moins, ce que j'aimerais, moi, c'est que cela soit inlassablement répété, au lieu de se gargariser de l'habileté politique ou de la ruse machiavélienne des responsables. Je me retrouve à faire l'avocat du diable, mais l'extrême droite a été au pouvoir en Autriche dans un gouvernement de coalition. L'Europe n'a pas arrêté de tourner, le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Je pense que nous avons, malheureusement, là, ça fait partie c'est les mauvais côtés de l'exception française, peut-être. Il y a des grands côtés, l'exception française est magnifique. Il y a des mauvais côtés. On a une extrême droite qui est peut-être l'une des pires d'Europe. En effet, des plus illibérales, des plus irresponsables, l'extrême droite autrichienne, des plus racistes. Pardon ? Pire que l'extrême droite autrichienne ? Peut-être bien, oui, peut-être bien. C'est difficile de faire des hiérarchies de ce genre. À l'extrême droite autrichienne, je suis de ceux qui dès 2000, dès l'an 2000, quand Jörg Haider s'est approché du pouvoir, qui ont tenté de mettre en garde les Autrichiens. Donc vraiment, j'ai aucune indulgence. Mais je crois que l'extrême droite française est sans doute la pire. Elle est nourrie à la fois par le vichisme, par l'OAS, par l'antigaullisme, par la haine de la France. Il y a une sorte de haine pathologique de la grandeur française chez les responsables du Rassemblement national, qui me semble être assez singulier aussi. Donc voilà, c'est ça que je vous dirais, c'est que je crois qu'on a une des... On dit parfois qu'on a une des gauches les plus... on disait ça jadis. Non, c'était la droite qui est la plus... C'était la droite. De Gaulle disait qu'on avait la droite... Une gauche. Mais on a l'extrême droite la pire d'Europe. Alors le charme de cette soirée, c'est avec Esther, c'est qu'on fait des va-et-vient entre la France et the rest of the world. Donc on va repartir, si vous voulez, parce qu'on a quelques questions sur les reportages que vous rassemblez dans ce recueil, qui est aussi un essai, bien sûr, sur la route des hommes sans nom. Alors plongeons justement, fascisme-islamisme, disiez-vous, vous êtes presque l'introducteur, en tout cas de cette notion, qui a été reprise avec beaucoup de succès après par des néoconservateurs aux États-Unis, le mouvement, disons, autour de Paul Wolfowitz, qui a beaucoup creusé cette notion de fascisme-islamisme. Mais justement, il y a un exemple de fascisme-islamisme dans votre livre, c'est le massacre de ces chrétiens du Nigeria par les Fulani, qui sont au fond une brigade, non pas internationale, mais pour le coup islamiste. Pourquoi cette indifférence de l'opinion fin 2019 quand vous l'avez un petit peu exhumée ? Pas seulement l'indifférence d'ailleurs, l'indifférence de l'opinion, ça c'est vrai, et puis quand je l'ai exhumé, la réaction de prétendus experts ou d'africanistes soi-disant chevronnés. Ah, ils vous ont répondu vertement que c'était surjoué comme reportage, oui. Ils m'ont répondu en reproduisant le raisonnement que d'autres avaient eu au moment du Rwanda. Quand les esprits les plus lucides, en juillet 1994, ont commencé à crier sur les toits qu'il y avait un génocide, le troisième génocide du XXe siècle, ou le quatrième, il y avait des gens qui disent mais pas du tout, c'est des guerres de tribus, c'est une querelle obscure au fond de la tunnel. Ils ont fait le coup sur le Nigeria. Très bien, moi qui y suis allé, qui ai regardé ça de près, qui ai recueilli les témoignages des rescapés, je peux vous dire qu'il s'agit là, pas encore d'un génocide, mais d'une
d'une tentative génocidaire perpétrée par des hommes qui sont Boko Haram et des excroissances de Boko Haram. Alors pourquoi l'indifférence? Parce qu'au fond, peut-être qu'on a tendance à se foutre d'un génocide en Afrique. Peut-être qu'on a tendance, chez les hommes sans nom, parce qu'ils n'ont pas de nom, parce que leur trace dans l'histoire n'a pas la force n'a pas la chance d'être inscrite automatiquement, on a tendance à s'en moquer. Moi, je ne m'en moque pas. Et c'est vrai que j'ai consacré cette année de confinement, quand on nous recommandait de ne plus voyager, de rester chez nous et d'être solidaire en faisant la popote chez soi, c'est vrai que j'ai passé du temps à aller témoigner de tout ça. Oui. Il y a un autre reportage dans cette liste des hommes sans nom, c'est l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, une politique agressive continue, un grignotage, pour dire le mot que je cherchais, de la part de Poutine de l'espace européen? C'est comme ça que vous lisez l'Ukraine? Ce que je lis sur l'Ukraine, c'est une détestation chez Poutine de l'Europe, de ses institutions et de son idée, probablement nourrie par un revanchisme. Tous ceux qui l'ont approché, qui ont étudié sa psychologie ou sa politique s'accordent à dire cela, qu'il voit dans l'Europe l'une des responsables de la catastrophe géopolitique que fut à ses yeux la destruction de l'Union soviétique. Donc il y a une haine de l'Europe, une volonté de la déstabiliser, de la détricoter. Ça prend même des formes, il y a des choses qu'on dit peu dans les médias, mais des violations de l'espace aérien de pays de l'Union européenne, des déclarations ou des votes à la Douma, s'inquiétant des menaces que ferait peser la Pologne contre la sécurité russe et des moyens d'y porter même, et la guerre d'Ukraine, qui est une des façons, oui, d'exprimer cette volonté de titiller, de provoquer, de tester les résistances de l'Europe. Alors, vous êtes proche de l'actuel président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a été d'ailleurs pas mal sous-estimé, parce que beaucoup le disaient, c'est une sorte de BP Grillo à l'ukrainienne. Bon, ce que vous montrez là dans le reportage, vous êtes dans son bureau, c'est que voilà, il a bien enfilé les habits présidentiels. Et puis il tient bon. Il tient bon justement face à ce rouleau compresseur que vous décrivez. Comment vous expliquez cette métamorphose du comique populaire de la télévision ukrainienne en vrai politique qui... certainement d'ailleurs un des grands chefs d'État européens d'aujourd'hui en réalité, hein, vous le suggérez. Je ne suis pas proche de lui, non, mais en effet je le connais, je l'ai rencontré avant son élection et j'ai d'ailleurs très vite senti en effet tout ça. Pour moi la grande énigme, et l'énigme intéressante, c'est ça, mais c'est autre chose. C'est le fait qu'il est juif, que dans cette Ukraine de longue tradition antisémite, qui est l'un des pays de la Shoah par balle, qu'un président de la République juif ait pu l'emporter de cette manière, ça c'est quelque chose. C'est le plus beau démenti aussi à la propagande de Moscou, qui présente Moscou comme le vrai défenseur des Juifs, on est d'accord, hein? D'abord c'est un démenti à la propagande de Moscou, et puis c'est une raison d'être optimiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire des peuples. Et que quand un peuple fait ce travail de deuil et de mémoire sur ses propres morts et sur ses propres crimes, quand il décide d'affronter ses démons, eh bien, il y a parfois des bonnes nouvelles. Et un juif affirmé, c'est pas un juif pieux, Zelensky, mais enfin c'est un juif qui n'a jamais caché son judaïsme, peut être porté à la tête de l'État. C'est une raison d'espérer, ça. Et c'est vrai que ça m'a intéressé. Et lorsque je l'ai rencontré, c'est une des premières questions que je lui ai posées. Je lui ai dit, mais enfin, on était à 8 jours du premier tour, vous imaginez une seconde qu'avec ce que vous transportez avec vous, ce judaïsme que vous portez, sinon en étendard, du moins comme une marque forte, il me dit, ben vous verrez, attendez. Et il avait raison. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe d'aujourd'hui. Il y a deux autres reportages parmi les 6 ou 8 que vous avez réunis dans ce livre, qui sont des reportages retour en quelque sorte. C'est la Libye et l'Afghanistan.
Bon, l'Afghanistan, dans quelques semaines, les Américains s'en vont pour le 20e anniversaire des attaques contre le World Trade Center. C'est un échec, l'Afghanistan. Écoutez, non, justement, c'est pas un échec. C'est là où je crois qu'il y a un malentendu. Les talibans vont revenir. Attendez, c'est pas. Les talibans sont là. C'est pas le fait qu'on ait été là pendant 20 ans qui fait que les talibans reviennent, c'est le fait qu'on s'en aille. Oui, c'est ça. L'échec, c'est qu'on s'en aille. Oui. La honte, c'est qu'on s'en aille. Mais ils ne pouvaient pas rester éternellement non plus. Ils auraient pas pu. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est? Parce que les Américains n'ont plus envie de voir leurs boys sur le terrain. Mais sur le terrain, ça veut dire quoi? La géopolitique, ça veut dire des rapports de force, ça veut dire savoir que maintenir quelques milliers de soldats qui ne font pas la guerre, qui assurent une présence dissuasive, ça coûte moins cher qu'avoir un nouveau World Trade Center. Là, je pense que Biden a fait un choix terrible, le choix en gros de ratifier la décision de Trump. Parce que c'est ça la vérité. C'est Trump qui a décidé de se retirer et c'est Biden qui a confirmé. Pour compléter la question d'Esther, ça veut dire que Biden serait aussi isolationniste, pour reprendre le terme de la tradition américaine, que l'était par exemple Donald Trump? Ça veut dire qu'un vent isolationniste souffle comme souvent sur la démocratie en général américaine, et un vent de populisme sur le monde occidental, et que Biden n'en est pas indemne. Mais c'est un très mauvais calcul. Ces 20 ans de présence américaine n'ont pas été un échec. Ça a permis aux femmes... cette présence dissuasive, et relativement silencieuse d'ailleurs, des Occidentaux, est peu coûteuse en vies humaines. Rien de comparable avec la guerre du Vietnam. On dit toujours les guerres sans fin en comparant le Mali, en France. Le Mali, c'est 55, 60 morts, c'est beaucoup. Enfin, rien de comparable avec la guerre du Vietnam. L'Afghanistan, les 20 ans de présence américaine, bien sûr, c'est des morts, mais rien de comparable non plus. Mais en revanche, résultat, il suffit d'aller à Kaboul pour le voir, libération des femmes afghanes, début de réconciliation de ce peuple avec la démocratie, début de la construction d'un État républicain, en tout cas un front tenu contre l'islamo-fascisme mondial. Vous le dites vous-même, à Kaboul. Sortez de Kaboul et le soir, les villages sont tenus par les talibans. Enfin, tout le monde le sait. Ça veut dire qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui une guerre entre la démocratie et ceux qui la haïssent. Il y a une guerre à l'intérieur de l'islam entre l'islam ami de la démocratie et l'islam ami du fascisme. Cette guerre, elle est sans merci. Il y a des forces des deux côtés et elle n'a pas gagné, elle n'a pas perdu. Elle durera sans doute un certain temps, mais on ne la gagnera sûrement pas en désertant le terrain et le champ de bataille. Alors Bernard-Henri Lévy, les Américains le font aujourd'hui en Afghanistan. Bernard-Henri Lévy, c'est vrai que l'affaire de l'Afghanistan est importante, mais il y a aussi dans l'actualité, avec Esther, on voulait vous interroger là-dessus, il y a aussi des processus qui sont peut-être plus encourageants. Notamment, c'est vrai, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire ces normalisations, mais qui ne sont pas simplement une pure affaire de diplomatie froide, entre l'État d'Israël, reconnaissance mutuelle, entre l'État d'Israël et un certain nombre de puissances sunnites, d'arabes sunnites, et puis plus largement d'ailleurs musulmanes. Les Émirats arabes unis ont commencé, Bahreïn, le Soudan, le Maroc, bien sûr, ça compte beaucoup. Est-ce que finalement là, ils sont en train de réussir, sous la houlette de Jared Kushner, ce que en Libye vous avez tenté, c'est-à-dire cette réconciliation historique d'Israël et d'Ismaël, qui est un peu un des fils rouges de vos engagements depuis maintenant plus d'une trentaine d'années? Oui, sous la houlette de Jared Kushner, sur la houlette des responsables israéliens, sous la houlette des responsables d'Abu Dhabi, qui ont compris que le radicalisme islamiste était l'ennemi du monde entier et le leur aussi. Il y a en effet un événement historique majeur qui s'est produit, ces accords d'Abraham, qui ne sont pas juste des accords de papier, je crois, ce que j'en sais. C'est que c'est aussi une paix des âmes et une paix des cœurs, ou en tout cas un début de paix des cœurs. Et des sociétés qui se reconnaissent mutuellement. Des sociétés qui se reconnaissent, des échanges qui commencent, des compagnies aériennes qui voyagent. Tout cela me semble être un événement très important. Et en effet, pour moi, qui depuis si longtemps
espère cette réconciliation des enfants d'Abraham, espère voir se réduire ce malentendu entre peuples civilisés du monde entier, c'est une grande nouvelle. Et naturellement, ça, c'est un événement qui donne de l'espoir, qui donne du courage et qui donne qui donne à ceux qui se battent pour tout ça depuis si longtemps le sentiment qu'ils n'ont pas juste labouré la mer. Hein. Voilà, moi je me rappelle quand avec Bernard Kouchner, le jeune Patrick Klugman et d'autres, quand on parrainait le plan de Genève entre Israéliens et Palestiniens. C'était l'époque de Yossi Bellin. Hein. De Yossi Bellin et de Yasser Abdelrabo. En effet, au moment des printemps arabes, j'ai tant espéré cette réconciliation par le haut de la démocratie qu'en effet, je suis émerveillé de la voir marquer un vrai pas en avant. Vous êtes retourné aussi en Libye. Alors, beaucoup de gens disent que vous avez joué un rôle dans le fait que la France soit intervenue en Libye. Là aussi, vous allez me reprendre, mais enfin, c'est quand même un échec tragique et qui a en plus des conséquences sur toute la région. Tout le Sahel est déstabilisé. Les arsenaux de Kadhafi ont armé des dizaines, des centaines de groupes djihadistes. La grande source de je veux pas vous, c'est pas par esprit de contradiction, mais la grande source de déstabilisation de la région, la grande source, c'est pas ça. C'est la guerre de Syrie qu'on n'a pas réussi à arrêter. Attendez, c'est ça, la dissémination des armes, l'invention de Daesh, les centres de commandement à Raqqa, à Mossoul, avant leur chute, tout ça, c'est des fruits de la guerre de Syrie. Mais le chaos en Libye n'aide pas. Ça ne m'aide pas d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est la source principale. Okay. La source principale de déstabilisation régionale des foyers islamistes et terroristes dans le monde, c'est la guerre que nous n'avons pas voulu ou su empêcher ou arrêter en Syrie. Voilà. Là, vous allez dire que c'est Obama qui n'a pas fait respecter la ligne rouge qu'il avait lui-même fixée en 2013 avec les agressions chimiques. Pas seulement Obama et d'autres. Mais en revanche, je vais vous dire une chose, ça c'est vrai, c'est qu'il y a un pays qui s'est bien tenu à l'époque, c'était la France. François Hollande était président de la République. Lui avait pris très au sérieux l'idée qu'on ne pouvait pas massacrer des enfants à l'arme chimique. Il faisait partie de ceux qui étaient convaincus qu'il fallait absolument arrêter ce face-à-face terrible entre l'assassin Bachar al-Assad et les assassins de Daesh, et qu'il y avait au milieu une autre voie qui était une possible démocratie syrienne. Ces avions étaient prêts à décoller et puis ils ont éteint les moteurs et ils se sont résignés au pire parce que la France ne pouvait pas y aller seule. Donc, c'est ça l'ordre des choses. Hein. Mais quand vous retournez en Libye, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites peut-être qu'on a eu tort? Non. À aucun moment? Non. Quand je retourne en Libye, que je tombe dans une embuscade, que je me fais tirer dessus par des gens dont je ne sais pas encore aujourd'hui d'ailleurs si ce sont des islamistes radicaux, des islamistes ou des kadhafistes. Ah, ouais. Je me dis qu'il y a toujours des salauds en Libye, oui. et je me dis qu'on est encore loin de la démocratie. Ensuite, quand je me trouve insuffisamment défendu par la société civile libyenne, je me dis qu'il y a beaucoup d'ingrats en Libye, comme dans tous les peuples, ça c'est vrai. Mais je ne me donne pas tort pour autant rétroactivement. Alors il reste... J'ai raison. Mais vous savez, toute la sagesse biblique, elle est bâtie sur cette idée. La sagesse biblique, c'est méfie-toi du pouvoir. Les Pirkei Avot, c'est... La sagesse biblique, c'est aussi... Et donc, méfie-toi quand tu deviens conseiller du prince, parce qu'il risque de t'utiliser. Oui. Voilà. C'était alors même que je ne savais pas très bien encore ce que c'était qu'être juif, c'était un des grands thèmes de la barbarie visage humain. Se méfier du pouvoir. Je suis au courant. Mais la sagesse biblique, c'est aussi le livre de Jonas. C'est-à-dire que, y compris votre pire ennemi, y compris lorsque vous avez toutes les raisons de penser que son repentir sera insincère, y compris lorsque il est quasiment écrit qu'il se retournera il risque de se retourner contre vous,
eh bien, quand il semble manifester la tentation de vouloir s'engager sur le chemin de la rédemption, on ne lui ferme pas le chemin. Alors vous savez qu'il y a un Dieu caché ici, comme dans la théologie janséniste, mais aussi comme dans la Kabbale, il s'appelle Gad Ibgi, et il nous laisse à peu près 4-5 minutes, j'ai l'impression, Gad, pour une dernière question, Esther. Une dernière question. Dans votre livre, vous citez un ouvrage qui a beaucoup marqué votre vie. Ça s'appelle Le portrait de l'aventurier, c'est signé de Roger Stéphane. Et les aventuriers, en l'occurrence, c'est André Malraux, c'est l'écrivain britannique Joseph Conrad, c'est Lawrence d'Arabie, c'est Rimbaud, devenu vendeur d'armes après ses illuminations poétiques. Vous citez aussi Lévinas, vous en avez parlé tout à l'heure, qui disait qu'il y a une liberté facile et une liberté difficile. Est-ce que ce mythe de l'aventurier vous paraît une réponse à une époque de réseaux sociaux, d'informations horizontales et non plus verticales? Je ne sais pas, en tout cas, peut-être, mais en tout cas, c'est un mythe qui m'a beaucoup nourri. Moi, j'aime le romanesque, j'aime le panache, j'aime les héros, j'aime les écrivains qui sont aussi des hommes d'action. J'aime les écrivains qui s'enferment pas dans leur tour d'ivoire. J'aime un nom que vous n'avez pas cité, mais que vous auriez pu citer. J'aime Lord Byron allant libérer les Grecs contre les Erdogan de l'époque. Contre les Ottomans, allant lever une armée, défendre Missolonghi, et fût-ce au risque de renoncer à la poésie. Tout ça, c'est une mythologie qui m'a bercé, qui m'a animé, et qui en effet irrigue ce nouveau livre, parce que voilà, ce livre, c'est de la littérature, et puis il vient à un moment où la Libye, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est le moment aussi de, comme disait un autre grand écrivain, d'abattre mon jeu, c'est-à-dire J-E-U, et puis peut-être J-E aussi d'ailleurs, c'est-à-dire de dire qui je suis, d'où je viens, quelles sont les étoiles fixes qui me guident dans ma marche, comme ça, depuis 50 ans. Voilà, donc cette figure-là. Vous avez l'impression qu'on vous fait un faux procès? Deux faux procès? Quand on vous, par exemple, qu'on vous reproche votre intervention dans l'affaire libyenne, quand on vous reproche d'arriver sur le terrain, de faire 3 petits tours et de repartir. Mais non, 3 petits tours et puis repartir, oui, on a raison. C'est vrai que on reste jamais assez longtemps. Vous n'avez pas encore levé votre milice pour défendre voilà, une cause. Je n'ai pas encore levé de milice. Lorsque j'ai eu l'intention de le faire à Sarajevo, j'en ai été dissuadé par le chef de la résistance locale, qui était le président de Bosnie, qui m'a dit: écoutez, si vous pouvez trouver des caméramans courageux, si vous pouvez louer une caméra, si vous pouvez trouver un peu de sous, et si vous pouvez faire un film, c'est mieux que de lever une milice. Bon, ben, j'ai été obéissant, et j'ai tourné un film qui était le premier film tourné sur le siège de Sarajevo. Donc, le procès de ne pas rester assez longtemps, ben, je me le fais moi-même. Vous savez que chaque fois que je suis rentré à Paris, entre ces histoires que je raconte dans ce livre, chaque fois que je suis rentré à Paris, mais j'ai eu un moment de tristesse, d'accablement et de culpabilité que vous n'imaginez pas, à l'idée justement que j'en ai pas fait assez, même quand j'en ai fait. C'est pour ça que vous allez repartir, Bernard Lévy, on peut le penser. Mais justement, Byron, qui est une des figures lumineuses de votre livre, qui est un livre littéraire, vous avez raison, qui est une réflexion littéraire sur l'engagement politique. Il était phil-hellène, il défendait la révolution des Grecs du 19e siècle. Vous, si vous deviez vous qualifier, si on disait, mais d'ailleurs on le pense aussi avec Esther, que vous êtes une sorte de Byron juif du 21e siècle, vous seriez philo quoi? Quelles sont vos amitiés? D'abord, Byron juif, c'est trop, mais j'aime ça. Pourquoi pas? J'aime cette idée. Mes amitiés, on en a parlé depuis le début de cette conversation. C'est Israël, d'abord, parce qu'Israël est encore aujourd'hui
plus fragile et plus menacé qu'on ne le croit, même s'il y a ces grands pas que sont les accords d'Abraham, voilà, donc il y a ça. Et puis il y a tous ces peuples de sans nom, de sans tombe, sans archives, dont j'essaie de m'employer à maintenir la trace, à fixer quelques visages. Voilà, je suis ami, ami de ces peuples-là. Et je suis ami, parce que je ne voudrais pas là-dessus qu'il y ait le moindre malentendu, je suis ami du peuple turc qui est si mal représenté par un président, par un pouvoir aussi indigne qu'Erdogan. Et du peuple russe. Je suis ami du peuple russe, qui est le peuple de Solzhenitsyn, des dissidents, qui est si caricaturalement représenté par cet agent du FSB minable qu'est Poutine. Je suis ami du peuple iranien qui mérite tellement mieux que ces ayatollahs corrompus et cruels et irresponsables. Voilà, je suis ami de toutes ces femmes et de tous ces hommes. Voilà, nous allons passer maintenant le micro à Gadibghi qui va vous transmettre les questions des gens qui nous suivent depuis plus d'une heure. Bien sûr, pas assez. Je ne demanderai pas mieux d'ailleurs que de l'être davantage, y compris en m'y rendant si c'était possible. Et ce que je sais en tout cas, pour aller très vite, c'est que évidemment la Chine, c'est plus compliqué que le Nigeria, ou c'est plus compliqué que tel ou tel État faible d'Afrique ou d'ailleurs. Mais quand on est l'Occident, quand on est l'Amérique, quand on est la France, c'est-à-dire des grandes nations puissantes, on n'est pas démunis de moyens. Voilà, c'est pas vrai qu'on est sans pouvoir. Et la philosophie, en tout cas, de ce qu'on devrait faire, c'est considérer que dans le rapport de force qui nous oppose aux Chinois, il y a aussi ça. Il n'y a pas seulement les tarifs douaniers. Il n'y a pas seulement la guerre commerciale. Et ça, c'est une erreur, alors qui est partagée par tous les présidents américains, y compris le précédent qui prétendait être très anti-chinois. Non, je l'ai pas beaucoup entendu. Il était très fort pour augmenter les droits de douane sur tel produit ou pour faire du protectionnisme commercial, mais on ne l'entendait pas suspendre les bonnes relations des États-Unis avec la Chine à des signes tangibles donnés à l'arrêt de la persécution ou des crimes de masse commis contre les Ouïghours. Donc, dans la diplomatie occidentale, il y a 1000 moyens de pression, il y a 1000 moyens d'action qui sont très insuffisamment mobilisés. Alors, Bernard-Henri Lévy, ces moyens de pression, nous les tentons aujourd'hui avec des pays comme la Turquie ou l'Iran qui ont des velléités de faire renaître des empires, l'Empire ottoman et l'Empire perse. N'est-ce pas une nouvelle menace, pas seulement pour Israël concernant l'Iran, mais évidemment pour les peuples, le peuple kurde, mais également pour l'Europe? Bien sûr, la réalité d'aujourd'hui. Moi, vous savez, on parlait tout à l'heure avec Madame Lehmann et Monsieur Lacroix de ma jeunesse internationaliste et anti-impérialiste. Hein. J'étais anti-impérialiste il y a 50 ans. Je suis anti-impérialiste aujourd'hui, pareil. Sauf que l'impérialisme, quel est son visage ? C'est l'impérialisme ottoman, c'est l'impérialisme perse, c'est l'impérialisme pan-arabe de Daesh et des islamistes radicaux, c'est l'impérialisme russe et c'est l'impérialisme chinois. Il y a là 5 puissances impérialistes qui menacent leur peuple, leur région et le monde. Et c'est à cela qu'il faut opposer le même type de résistance de longue haleine, difficile, qui se règle pas par un coup de tweet, ça c'est sûr, ou par un groupe Facebook, mais le même type de résistance de longue haleine que celle qu'on a menée jadis contre l'impérialisme soviétique ou l'impérialisme américain au Vietnam il y a 50 ou 60 ans maintenant. Mais vous savez, je me rappelle les décennies
années 70, années 80, où ma génération se battait contre l'ordre soviétique. Et pour les dissidents, on nous disait mais c'est des gouttes d'eau dans l'océan, c'est des piqûres d'aiguilles, c'est des piqûres d'abeilles. Chaque fois qu'on libérait un dissident, qu'on contribuait à la libération d'un dissident, ou qu'on faisait venir un juif du RSS, qu'on l'aidait à émigrer, on avait l'impression vraiment de victoire précieuse, mais en même temps minuscule. Sauf qu'à force, cette accumulation, cette addition de victoires minuscules, on finit par créer cette espèce d'effondrement de l'intérieur, d'implosion sur soi de l'ordre soviétique qui, un beau jour, presque sans coup férir, mais à force de guérilla démocratique, a fini par s'effondrer. Donc, ce genre de combat-là, apparemment sans horizon visible, sans succès considérable, il vaut toujours la peine de les mener. Et il y a aujourd'hui en France, vous parlez des Ouïghours, il y a des jeunes gens dans les collèges et ailleurs qui mènent une action forte. Ils ont raison et il faut qu'ils continuent. Et un jour, peut-être, ils auront la joie qu'a ressenti la jeunesse de mon époque quand elle a vu s'effondrer le régime soviétique. Alors, une question sur Israël. Vous vous êtes exprimé tout à l'heure sur les accords d'Abraham, sur votre rapport également à Israël. Irène et Asher vous interrogent sur les derniers changements qui s'annoncent dans la politique intérieure en Israël. Il est possible qu'un nouveau Premier ministre soit nommé dans les jours ou les semaines qui viennent, et donc qu'Israël tourne la page de Netanyahou. Est-ce qu'il vous semble, que cela aura un impact dans la géopolitique régionale, et par ailleurs également sur les accords avec les États arabes au Proche et Moyen-Orient? Je n'ai pas l'impression, parce que je crois que les accords avec les États arabes de la région, je les crois extrêmement solides. Ils ne sont pas le fruit ils sont le fruit de l'audace d'une poignée d'hommes. Mais audace, ça ne veut pas dire caprice et ça ne veut pas dire choix personnel. Et c'est des accords qui viennent des profondeurs des sociétés, qui sont solidement construits dans une bonne pierre diplomatique. Et je pense qu'ils survivront à tel ou tel gouvernement. Puis c'est l'avantage des grandes démocraties aussi, hein, c'est qu'il y a les bons accords, ils passent d'un gouvernement à l'autre. On ne change pas de régime en démocratie. Quand on change de Premier ministre, on ne change pas de régime, on change d'équipe. Et puis il y a une sorte de continuité républicaine qui font que le meilleur de l'équipe précédente est conservé. Donc je ne m'inquiète pas trop pour cet accord avec les Émirats arabes unis, le Soudan, Bahreïn, le Maroc, Oman. Il est à noter d'ailleurs que les accords d'Abraham ne concernent pas le Maroc, mais les accords de normalisation avec le Maroc sont des accords d'une autre nature d'ailleurs. Et globalement, ces accords, que ce soit les accords d'Abraham ou avec le Maroc, sont quelque part mis à l'épreuve avec la situation actuelle à Jérusalem. Donc, nous verrons dans les jours qui viennent comment tester la force ou la fragilité de ces accords, je pense. Alors, nous allons revenir, si vous voulez bien, en France, et nous allons parler de la situation française, en commençant d'abord par la situation sanitaire. Bernard-Henri Lévy, dans votre précédent essai, Ce virus qui rend fou, vous vous éleviez contre l'ordre sanitaire, et Francis vous demande en quoi aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, rendre le vaccin obligatoire serait une atteinte à la démocratie, comme on a pu le voir dans d'autres pays.
savez, moi, quand j'étais enfant, on nous vaccinait contre la variole, il me semble, ça s'appelait le BCG, c'était quoi? La variole ou la tuberculose, je ne sais plus. La tuberculose, on nous vaccinait obligatoirement à l'école. Je ne crois pas que ce fût une atteinte à la démocratie. Donc, ce que j'appelais l'ordre sanitaire, c'est pas ça. C'était la soumission du pouvoir républicain au pouvoir médical. Voilà, il y a eu cette tentation dans le monde entier, et en France en particulier, de donner tout le pouvoir aux médecins. Comme Lénine, quand il disait tout le pouvoir aux soviets, là, c'était tout le pouvoir aux médecins. Ça, je trouve que c'était une erreur funeste, qu'il fallait écouter les médecins, mais pas leur laisser le dernier mot. Et je me réjouis de savoir que, après quelques mois de tâtonnement inévitable face à un virus nouveau, le président de la République a embrassé ce point de vue-là. Voilà, a fait le même chemin, le chemin d'un vrai républicain au sens de Platon et au sens de Gambetta. Sens de Platon, ça veut dire on écoute tous les avis, on écoute toutes les spécialités, puis à un moment donné, il y a un choix politique à faire, et ça, c'est un choix souverain, et c'est au président, aux gardiens de la cité qu'il appartient de le faire, et pas aux savants, qui en plus sont jamais d'accord, c'est leur noblesse, et c'est inévitable. La science, il n'y a que il n'y a que Facebook et Twitter qui croient que ça marche au canon. La science, c'est le théâtre de querelles, c'est le théâtre de contradictions presque insurmontables. Puis la vérité, elle finit par se faufiler, mais parfois en passant par des erreurs, des moments d'égarement. Alors se fier à ça pour fabriquer une politique, c'eût été suicidaire. Mais ça n'est pas ce qu'on fait maintenant en France, et je m'en réjouis beaucoup. Alors, toujours en France, avec des questions de Brigitte et d'Elisabeth concernant le Rassemblement national. Pensez-vous que Marine Le Pen puisse être élue en 2022 ? Et que pensez-vous, c'est une question qui est récurrente, mais de l'islamo-gauchisme? Est-ce que l'extrême gauche en France, incarnée par Jean-Luc Mélenchon, par exemple, et par d'autres, n'est pas pire que le Rassemblement national? Est-ce qu'il faut hiérarchiser les menaces pour la République? Qu'en pensez-vous? Question numéro 1, est-ce que je pense que Marine Le Pen peut être élue? Honnêtement, non. Je pense qu'il y aura un réflexe, quoi qu'il arrive. Si elle est au deuxième tour, il y aura un réflexe républicain ou un sursaut qui fait qu'elle n'y sera pas. Et par ailleurs, je me désole de cette espèce d'acceptation générale comme allant de soi, chez les politiques d'abord d'ailleurs, mais aussi dans l'opinion du fait qu'elle pourrait être au deuxième tour. Enfin, bon, d'une pipe, c'est pas là. Il n'y a pas de fatalité à ce que Marine Le Pen soit au deuxième tour. Et c'est vrai que, alors c'est un mélange de calcul chez les uns et les autres, parce qu'ils savent que c'est plus facile de passer un deuxième tour quand on est face à Le Pen. Mais c'est un mélange aussi de défaitisme. C'est un mélange peut-être une tentation suicidaire obscure chez certains de jouer avec le feu. On n'a pas essayé ça. Allons voir. Allons jouer avec le pire. Tout ça me semble être très, très inquiétant et être une mauvaise pente sur laquelle nous sommes engagés. Voilà. Alors après, l'islamo-gauchisme de l'extrême gauche me semble aussi un très grand danger, que ce soit dans les manifestations de rue où des députés de la République défilent derrière des pancartes du Hamas ou des slogans « mort aux Juifs ». Ça, c'est un scandale. Ce fut un scandale républicain. C'était une infamie politique et morale. L'islamo-gauchisme dans les universités, avec tout le respect que je dois aux libertés académiques, il doit être combattu avec la dernière des énergies, parce que c'est une porte ouverte à l'ignorance, à la bêtise et là aussi à la fabrique de l'infamie. Alors est-ce que l'un
est-ce que le fascisme de gauche est pire que le fascisme de droite ou l'inverse? Je ne sais pas dans quel sens vous avez formulé votre question. Ça fait longtemps que j'ai perdu l'habitude de me poser ce type de questions. Vous savez, lorsque je connais un peu l'histoire de France et l'histoire de la génération qui m'a précédé, je sais tellement que la pire des erreurs du XXe siècle a été de ne pas, enfin, pas la pire des erreurs, la pire calamité a été de ne pas réussir à penser ensemble le combat contre le fascisme brun et le combat contre le fascisme rouge, que je voudrais vraiment qu'on évite aujourd'hui de reproduire la même erreur. Donc je crois qu'il faut être capable, quand on est un démocrate, un républicain, un humaniste, et en particulier quand on est tout ça et juif, comme peut-être nous sommes nombreux à l'être aujourd'hui, pour arriver à compter jusqu'à 2 et à se battre sur les deux fronts et à espérer que l'emporte demain aux élections et dans la sensibilité française un conservateur de droite, un social-démocrate de gauche, au terme d'un combat loyal entre des idées aussi républicaines les unes que les autres, même si chacun a son choix personnel. C'est ça qu'il faut espérer et vouloir de toute notre âme. Jean-François relève d'ailleurs que face à ce risque, à cette menace, la jeunesse française semble relativement atone. Quel message pour la remobiliser? Je ne sais pas, d'autant qu'elle n'est pas seulement atone. Si j'en crois certains sondages récents, une grande proportion de cette jeunesse se reconnaît, hélas, dans le Front National, qui recrute beaucoup, je crois, dans les 24-35 ans, c'est plus tout à fait la jeunesse, enfin quand même un peu. Ça, c'est pour le Rassemblement national. Et puis, du côté de l'extrême gauche radicale, woke, indigéniste, encore une autre fraction de la jeunesse. Je crois qu'il faut leur dire à tout cela, il faut faire de la pédagogie, il faut faire du travail de mémoire, il faut leur rappeler inlassablement les erreurs qu'ont commises les générations de leurs aînés quand ils ont fait ce type de mauvais calculs et qui se sont enfermés dans ces impasses-là. Il faut leur parler. Voilà, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mes livres, c'est ce que j'essaie de faire en vous parlant, s'il y a parmi les gens qui nous suivent en direct, des jeunes gens qui sont tentés par ces choix-là, parce qu'au fond, la jeunesse, ça je le sais bien, elle est tentée par quoi? Elle est tentée par le radicalisme. Parce que c'est vrai qu'il y a un attrait du radicalisme, un attrait de la volonté de pureté, un attrait du nouveau contre l'ancien, un attrait de la rupture qui peut apparaître sous des dehors plus séduisants qu'une continuité plus raisonnable avec l'héritage de la gauche de Léon Blum ou avec l'héritage de la droite de Clémenceau ou du général de Gaulle. Donc évidemment que les choix radicaux, ils peuvent être plus séduisants. Eh bien, je crois qu'à cette jeunesse-là d'aujourd'hui, comme à celle d'hier, il faut dire quel est l'autre visage de cette séduction et quels sont les périls de cette séduction. Je comprends qu'on puisse y céder. Je vois bien comment ça se passe. Mais les jeunes gens en question, ils sont, en même temps, ils lisent des livres, ils sont ouverts, ils ont une soif de savoir et ils peuvent entendre ça, qu'il y a derrière cette séduction quelque chose de démoniaque, quelque chose de terrible dont ils n'imaginent pas et dont il faut qu'ils imaginent à quel point ils pourraient être victimes, eux et les leurs. Il faut le dire, ça. Bernard-Henri Lévy, nous sommes à la veille du 10 mai. Une question sur la gauche. Nous sommes au
40e anniversaire de l'accession à la présidence de la République de François Mitterrand. Vous avez employé l'expression de ce grand cadavre à la renverse. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la France a encore est-ce qu'il y a encore en France une sensibilité ou une place pour une sensibilité socialiste ou de gauche en général? Socialiste et de gauche, c'est pas la même chose, déjà. Je pense qu'en effet, ce qui est dévitalisé, ce qui est mort, c'est le socialisme. Mais ça, je le crois depuis très longtemps, depuis la barbarie à visage humain. En revanche, la tradition de la gauche française, non, elle n'est pas morte, elle est toujours là. Est-ce qu'elle est incarnée ou est-ce qu'elle peut s'incarner dans une figure de premier plan? Oui, j'en vois. Il y a des femmes, il y a des hommes. Si vous me demandez de vous en citer, je pourrais vous citer une femme qui est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est une belle figure politique. Et je pourrais vous citer un homme, et dans les deux cas parmi d'autres, qui est Manuel Valls. Donc la gauche, elle existe, elle peut encore s'incarner. Après, je ne vais pas vous cacher les choses. Je pense en effet qu'elle est à l'étiage de même pas de son influence, de sa vitalité. Peut-être d'ailleurs parce que les figures que je viens d'évoquer ne sont pas les plus populaires, j'en sais rien. Voilà. Donc il faut qu'elles se reconstruisent. Mais ça, c'est ce que j'appelle de mes voeux dans cette supplique que j'adresse à mon pays de s'écarter de ces deux tentations funestes que sont le mélenchonisme et le lepénisme. C'est en effet qu'un champ politique se reconstitue avec ce qu'il y a de plus noble à droite et ce qu'il y a de plus noble à gauche. Ça, c'est l'urgence absolue. Et en tout cas, ce sera l'urgence dès les lendemains de la présidentielle, parce qu'il ne faut pas rêver, ça ne va pas se faire dans les 15 minutes qui viennent. Alors, on va prendre encore deux questions. L'une de Samy de Montréal qui vous demande, qui rappelle que lors d'un récent entretien, vous avez mentionné que le judaïsme n'est pas une identité, c'est tellement plus riche qu'une identité. Et Samy souhaiterait que vous reveniez, que vous précisiez votre pensée. Ah oui, je pense que le judaïsme a à voir avec l'humanité d'une manière tellement plus générale. Le judaïsme a à voir avec le messianisme, c'est-à-dire avec la rédemption de tous les hommes et de tous les peuples et de toutes les nations que les Juifs escortent sur ce chemin escarpé de leur propre rédemption. Et l'idée d'enfermer le judaïsme dans une identité bornée, étroitement communautaire, est une idée réductrice. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je ne sois pas attaché à ce qu'on appelle aux institutions communautaires. Elles sont essentielles pour défendre les Juifs, par exemple en France, ou pour défendre ce qui reste des Juifs dans d'autres pays européens. Parce que communautaire ne signifie pas communautariste. Voilà, mais la vocation du Juif, elle va tellement au-delà. Elle est de projeter un rayon de lumière dans des zones obscures de l'humanité, obscures y compris à ses propres acteurs. Et je crois qu'il y a une responsabilité pour autrui, une responsabilité pour le monde, une responsabilité pour l'universel dans l'être juif qui va très au-delà de ce qu'on appelle une pensée identitaire. C'est difficile à un juif d'être woke. Voilà. C'est très difficile à un juif ou à une juive, je crois, d'admettre l'idée, par exemple, qu'il faut être noir pour parler des noirs, qu'il faut être victime du racisme pour parler de ce racisme, qu'il faut appartenir à tel ou tel segment de l'humanité pour en ressentir les souffrances et en penser le possible salut, tout simplement parce que pour un juif, l'humanité, c'est pas des segments, c'est pas des couleurs de peau, c'est pas
Voilà, c'est qui, sinon le peuple juif, a inventé cette tradition philosophique et de pensée qui est le monogénisme, c'est-à-dire l'idée que contre tous les communautarismes, contre tous les racismes, contre tous les messianismes nationaux, que l'humanité est issue d'une origine partagée, voilà, et fraternelle. Alors, une dernière question, Bernard-Henri Lévy, concernant la France et les Juifs. Vous avez relevé la vocation universelle du judaïsme. Vous avez également évoqué les difficultés que nous vivons en France depuis des années. Le drame du docteur Sarah Halimi en est un exemple, mais malheureusement, il vient après une succession de drames, d'assassinats, et puis aussi il vient après une augmentation relativement constante des actes antisémites en France. Beaucoup de nos concitoyens juifs s'interrogent s'ils ont encore leur place en France. Et qu'en pensez-vous? Et puis Arié vous demande, vous pose cette question d'ailleurs des Bermudes, et vous demande quelle serait la France sans les Juifs? Écoutez, la France sans les Juifs, ce serait une France, pour prendre le problème à l'envers. Qu'est-ce que les Juifs ont apporté à la France? Ils ont apporté une grande partie de la langue française. Je démontre ça dans l'esprit du judaïsme, le rôle de Rachi de Troyes, dans l'élaboration de la langue française. Les Juifs ont apporté à la France probablement une part du modèle du contrat social, du modèle républicain. Beaucoup plus fils du modèle, du paradigme hébreu que du paradigme gréco-romain comme nous l'ont vendu les idéologues de la Révolution française. Le judaïsme a apporté à la France un pan immense de sa littérature, du fait qu'il y ait une littérature possible au XXe siècle. Et ainsi de suite. Donc la France sans les Juifs, ça serait la France sans tout ça. Donc ce serait une France spirituellement et mécaniquement appauvrie de manière dramatique. Est-ce que je peux imaginer cette France sans les Juifs, ou est-ce que je peux penser que le temps soit venu pour les Juifs, que le temps soit proche où ils seront forcés de quitter la France? Je ne me pose pas cette question. Et je ne me pose pas cette question pour une raison très simple. C'est que les Juifs ont tellement apporté à la France, et les antisémites français sont de tels imbéciles, de tels illettrés, sont tellement étrangers au génie français, que ce serait quand même un comble, ce serait le monde à l'envers que de leur laisser ce pays magnifique. Ce pays, le pays de Racine, le pays de Attali, le pays des chefs-d'œuvre de la littérature et de la politique française. On va laisser ça à cette bande de crétins islamo-gauchistes ou néo-nazis à front de bœuf et encore une fois illettrés. Non, il y a là quelque chose qui me heurte moralement, 2, qui me semble impensable, et 3, qui m'invite à organiser méthodiquement, pied à pied, à ma modeste mesure, mais avec beaucoup d'autres, avec, je le sais, vous, les CUJ et tous ceux qui nous écoutent, une résistance, un endiguement sans répit et sans merci contre ces bandes de crétins. Au demeurant, il ne s'agit pas de rassurer, parce que c'est vrai qu'on est dans une séquence terrible, et que cette succession de morts d'un Halimi à l'autre a quelque chose de terrible, qui glace et qui ne peut qu'affoler. C'est vrai. Et
et je porte, moi on a parlé tout à l'heure de Sarah Halimi, mais Ilan Halimi, j'éprouve, lorsqu'il m'arrive d'y penser, comme à l'instant, une telle souffrance intérieure devant cette ignominie et cet outrage et ce désordre absolu. Tout ça est évident. D'un autre côté, il y a eu des moments dans l'histoire de France où les Juifs ont été, au fond, en un sens plus menacés qu'aujourd'hui. Il y a eu des périodes dans l'histoire de France où la République elle-même était sur le point de céder. Je ne parle même pas de Vichy, bien sûr, je pense avant, où la République était sur le point de céder, où les institutions de la République étaient corrompues de bas en haut par la lèpre de l'antisémitisme. Il y a eu un exemple que j'évoque dans ce qui est l'élection au perchoir de l'Assemblée nationale en 1936. L'Assemblée, le Parlement, hein, le perchoir, la place de qui? Pas le président de l'Assemblée nationale. Il y avait l'Assemblée du Front populaire. Le candidat d'opposition à Édouard Herriot, je crois que c'est lui qui a été élu. Le candidat d'opposition, c'était Louis Darquier de Pellepoix. C'était un antisémite déclaré, enragé, et il a recueilli, j'ai plus le chiffre en tête, mais une minorité, puisqu'il n'a pas été élu, mais une très forte minorité. Donc, je voudrais exhorter ceux qui nous écoutent à garder courage, aussi en pensant à ces périodes-là, où leurs aînés ont été en encore plus mauvaise posture que nous ne le sommes aujourd'hui. Et je ne parle pas il y a un siècle, au moment de l'affaire Dreyfus, au moment du boulangisme, où il y avait des manifestations de rue contre les Juifs, où il y avait des journaux à grand tirage qui s'appelaient l'antisémitique ou l'anti-outre et qui se vendaient de manière tout à fait libre. Donc, bien sûr, il y a un antisémitisme aujourd'hui qui est atroce. Bien sûr, on tue dans les rues de Toulouse ou de Paris. Bien sûr, il y a cette haine, elle est croissante et elle est hélas impunie, et il y a là de quoi révolter. Mais je ne crois pas que la partie soit perdue. Et je refuse, pour ce qui me concerne, de me démobiliser. Et peut-être un jour irai-je vivre ailleurs, peut-être un jour ferai-je mon alia, mais j'espère que ça ne sera pas pour fuir l'antisémitisme. J'espère que ce sera par amour pour Israël, j'espère que ce sera pour apporter mon souffle au souffle toujours vivant du sionisme. J'espère que ça ne sera pas ce jour-là, ce ne sera pas un départ, une fuite de France. J'espère de tout mon cœur et vraiment je le pense, pour moi et mes enfants. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Le moment est venu d'interrompre, d'achever ces échanges absolument passionnants. On vous remercie tous les deux, Esther et moi, vous êtes totalement prêtés avec beaucoup de sincérité et cette franchise très directe qui vous caractérise à ces échanges, et d'avoir fait entendre sans masque, bien sûr, d'avoir fait entendre aussi ce credo républicain et universaliste qui aujourd'hui effectivement nous réunit, la règle du jeu, l'écuge, autour, on va dire, de plateformes communes, puisqu'on a un petit peu évoqué aussi la politique et ce qui se trame. Il me reste aussi à rappeler Sur la route des hommes sans nom, c'est votre nouveau livre, à la fois essai et reportage, qui paraît aux éditions Grasset, et on ne saurait trop, mais je pense qu'ils sont convaincus après cette heure et demie avec vous, inciter tous nos auditeurs à se le procurer si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. À très bientôt, Bernard-Henri Lévy. Merci infiniment. Merci à vous deux. Merci à vous trois.